Julie Roé, la compositrice du film que vous venez de voir, Le syndrome des amours passés. Vous allez pouvoir lui poser vos questions. Avant cela, peut-être voilà, abordons un peu les coulisses de ce travail. Tu as vu un montage du film avec des musiques placées sur ce montage. Et les références étaient très variées. Il y avait à la fois du classique et à la fois de l'électronique, ce que l'on entend dans le film. Ma première double question, quel est ton regard sur les références? Est-ce que tu as cherché de les imiter ou tu as cherché quand même à faire ta propre musique? Voilà, comment tu as fait ça et comment tu joues sur ce côté hétéroclite, marier la musique baroque à la musique électronique, et comment tu trouves l'unité, la musique du film? Je pense qu'il y a une bonne partie du travail qui a été faite par les réalisateurs Anne et Raphaël. C'est bon? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils avaient un petit peu, donc ils avaient placé des morceaux de Rameau sur tout ce qui était la trame narrative de l'histoire de Rémi et Sandra, et puis des musiques beaucoup plus ludiques et électro sur, vous avez donc compris, les métaphores. Donc il y avait ces deux trames très évidentes, et moi j'ai repris ces trames-là, mais en me disant, ce qui est intéressant dans le fait de faire de la musique originale, c'est que les deux peuvent se contaminer. Et que donc on peut s'amuser à injecter de la musique baroque dans l'électro. Donc évidemment, par exemple, la reprise de Bach version électro, pour en faire un truc un peu rigolo. Et vice-versa, du coup, le thème de Rémi et Sandra, il se marie, c'est un mariage entre de la harpe, de la flûte et des textures plus synthétiques. Donc voilà, il y a ce jeu de contamination-là, mais c'est vrai que le fait d'avoir ces deux trames narratives était assez posé dès le début. Et puis après, avec la volonté de caractériser un peu chaque amant et chaque amante par une couleur musicale. Donc après, c'est marrant, je relisais ma note d'intention, parce qu'on fait des notes d'intention en début de travail. Je la relisais ce matin. Pour les aides à avoir des financements? Pour avoir de l'argent, voilà. Et puis ça aide aussi à formuler ce que soi-même on veut faire. Hein. Et en fait, j'avais écrit, et c'est un truc qu'on avait discuté, de donner à chaque amant ou amante une caractéristique animale. Donc j'avais dit, je vais mettre des cris d'animaux, chacun un petit animal différent. Et j'avais envie comme ça de mettre un lion, de mettre un ours, que sais-je. Et en fait, en le faisant vraiment, c'était un peu nul. Donc il n'y a que les oiseaux qui sont restés. Parce qu'en vrai, il y a aussi le montage son qui est venu s'ajouter à ça et qui rajoute une composante d'autres choses sonores. Mais le montage son, par exemple, est venu rebondir sur mes petits oiseaux en rajoutant encore plus d'oiseaux, ce qui n'était pas un truc que j'avais prévu. Et il y a la flûte que l'on peut considérer qu'elle prolonge finalement les oiseaux. Il y a ce jeu sur les timbres. Il y a également cette idée de circulation, de contamination. Il y a aussi un réel, presque documentaire, les consultations chez les médecins, les discussions avec la famille. Donc il y a ce réel-là qui est dynamité lors de pastilles complètement délirantes. Donc il y a ces incisions comme ça de pop, presque de clip. Est-ce que ça a été construit comme un clip? Oui, ces moments-là de métaphore sont vraiment construits comme des clips. Après, je vous disais, donc Raphaël et Anne ont une méthode qui est vraiment très particulière, qui est que donc ils n'écrivent jamais de scénario au sens classique du terme. Ils n'écrivent pas de dialogue. Ils ont un séquencier, donc ça veut dire qu'ils ont prévu que dans telle séquence il va se passer telle chose, mais ils ont surtout choisi leurs acteurs et leurs actrices en connaissant ces personnes et en travaillant beaucoup avec elles. Donc il y a toute une phase de répétition où ces gens-là vont travailler ensemble et vont apprendre à se trouver, à trouver la façon de communiquer, en sachant qu'à la fin de la scène, il faut qu'on soit arrivé à tel endroit. Voilà, ils ont des points de passage comme ça. Et après, toutes les répétitions sont filmées. Et donc, d'où les jump cuts, cette méthode de montage où le plan est fixe, mais par contre, à l'intérieur, ça coupe. Il faut s'habituer, hein, mais heureusement, maintenant, avec Combini et tout ça, on a l'habitude. En tout cas, cette esthétique-là, elle vient vraiment de cette méthode-là. Et je me suis un peu perdue en chemin, donc je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais le documentaire, l'impression documentaire, elle vient de là aussi. C'est que la méthode de tournage, finalement, c'est ce côté, il filme une demi-heure et à la fin, il en reste 2 minutes. Et en fait, les séquences métaphoriques, donc clippées, c'est un peu la même chose. Ils ont filmé plein de matière et à la fin, il n'en reste que 30 secondes.
Mais là, ça a été fait davantage sur la musique. C'est-à-dire que la musique a vraiment servi à fabriquer ces séquences-là. Parce que parfois, dans un film, il y a la question du placement musical, une discussion de où on va mettre la musique. J'ai l'impression qu'ici, c'était évident. C'est-à-dire que voilà, il y a les places vraiment pour la musique déterminées. Oui, pour les petites vignettes des ex, complètement. Après, on s'est posé un peu plus de questions sur les moments qui étaient moins donnés d'emblée. Mais oui, c'est venu assez vite. Mais d'autant plus qu'on a comme document de travail, encore une fois, ce film brouillon qui dure 2h30 et où il y a de la musique qui est déjà placée. Donc en fait, tout est assez balisé. Ce qui est pratique pour tout le monde, même si le film se réinvente forcément avec les vraies prises, avec un vrai rythme. Mais en fait, ils auraient pu faire un film de 2h30 aussi. Hein. Il y a des ex qui ont été coupés, des séquences géniales qui ont été coupées. Et tu as vu donc un premier montage, et ensuite, tu as fait ta musique, et ensuite, ils ont remonté à partir des musiques que tu leur fournissais. Je crois même d'ailleurs que c'est le réalisateur Raphaël Balboni qui est lui-même le monteur du film, c'est ça ? Oui, c'est ça. Lui, il monte beaucoup lui-même. Il y a une monteuse qui arrive à des moments pour donner un nouveau souffle. Mais on fait des échanges tout au long du montage. Donc il y a eu une période où moi j'étais pas disponible au tout début pour travailler avec eux. Donc là je leur ai fourni des éléments de mon catalogue. Mon catalogue, c'est mes invendus en fait des films précédents. Donc je fais une petite sélection en disant ça peut coller, ça peut coller. Si ça se trouve, ils vont trouver ça génial et ça va rester. Et effectivement, ils ont balisé tout le film comme ça avec mon catalogue. Et puis après, il y a plein de choses qu'on a refaites ou réadaptées. Ou complètement inventé, mais il y a des choses qui restent telles quelles. La musique de DJ Sansas, par exemple, c'est un titre qui existait avant. Donc il y a un mélange en fait de musique originale de ta part et de musique qu'on peut presque qualifier de préexistante. De synchro, c'est le terme technique, mais de moi-même. Donc c'est pratique. Et il y a même d'ailleurs un morceau orchestral dans le film qu'on pourrait penser être un titre préexistant. Mais qui était un titre préexistant parce que, en fait, il existe depuis 2015, ce morceau. C'est un truc que j'avais fait dans un exercice d'une résidence qui s'appelait Émergence, qui était super bien, et où j'avais fait cette musique pour un court-métrage. Et en fait, voilà, la musique était dans mon catalogue, parce que ce court-métrage-là n'a jamais eu de vie. Voilà. Et puis, Anne et Raphaël sont tombés dessus, ils l'ont placé, et puis une fois qu'il était placé, impossible de le remplacer. Enfin, il avait trouvé sa place. Et après, moi, je l'ai réadapté. Je l'ai rallongé un peu. J'ai fait plus de mouvements à l'intérieur. Et puis, on l'a enregistré pour de vrai. Parce que pour le coup, c'était une maquette. Et que là, on a eu un vrai orchestre. Et donc, le lien narratif, parce que c'est un film où la narration est très audacieuse. C'est pas un film linéaire. C'est un film qui fonctionne comme ça par rebours, par petites séquences, par scénettes en quelque sorte. Et donc, est-ce que tu as travaillé par scénette en cherchant l'unité à l'intérieur de chaque scène, ou alors tu as quand même travaillé un arc narratif sur l'intégralité de la durée du film ? L'arc narratif, il concerne plutôt ce que j'appelle le thème de Rémi et Sandra, qui est donc ce truc qu'on retrouve sur leur séquence à eux, alors que vraiment chaque séquence de sexe, chaque séquence métaphorique a été traitée de manière très unique. On cherchait vraiment à pousser des curseurs dans des directions différentes pour caractériser chaque amant, qu'on ne voit qu'au final 2 minutes chacun. Donc il faut qu'en 2 minutes, on ait une espèce de bouffée de ces personnes-là. Alors évidemment, il y a le ton de la comédie fantasque. Est-ce que tu as cherché, est-ce que c'est dans la discussion avec les réalisateurs, de par la musique, contribuer à cet aspect comique de comédie ? Alors évidemment, c'est toujours très compliqué de faire une musique de comédie, parce qu'il n'y a pas une musique drôle, hein, mais peut-être par le décalage, par le pastiche, par le fait de reconnaître une référence détournée peut-être ? Oui, complètement. Après, l'humour, c'est toujours hyper compliqué d'essayer de faire une musique drôle. En général, ça ne marche pas. Mais là, il y a quand même des trucs un peu... volontairement, quand on choisit un synthé qui fait un peu poète-poète, c'est en se disant ça va faire rigolo, quoi. Donc, il y a un peu ce jeu-là. Il y a le jeu, effectivement, de mettre des bruits d'animaux. Il n'y avait pas que des oiseaux, il y a des petits hamsters aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu. Donc, forcément, des trucs comme ça, on le fait en se disant ça va être marrant. Et après, il y a un humour peut-être un peu moins appuyé, mais quand même ce côté baroque. Il y a un côté, tout d'un coup, de mettre une musique qu'on associe à des images un peu grandioses, des histoires un peu intemporelles, sur une petite histoire intime de couple. Ça, c'est aussi une forme de distanciation et donc d'humour
avec lesquels on a joué. Et je trouve que c'est quelque chose qui rapproche ce film-là de ce que tu peux faire avec Erwan Leduc, comme La fille de son père ou Perdrix, c'est-à-dire prendre par la comédie un sujet grave. C'est-à-dire qu'il y a une gravité, il y a voilà, là, le couple, un couple qui se délite, et en même temps, c'est traité avec joie, en fait. Et on retrouve ça chez Erwan Leduc. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si vous connaissez le cinéma d'Erwan Leduc, mais ça fait quelques projets que je fais avec lui. Si vous ne connaissez pas, allez voir La fille de son père samedi à 11h. C'est vraiment un film très très beau. Et oui, il y a toujours cette volonté de décaler, d'aller chercher l'humour, mais pas l'humour haha, l'humour qui vient nous surprendre. Voilà. Et avec Erwan, c'est un truc que... En fait, j'ai développé une méthode avec Erwan que maintenant j'applique avec d'autres réalisateurs et réalisatrices, qui est de créer la surprise, de créer, en tout cas, comme un jeu. C'est-à-dire que, je m'explique, je compose un morceau. Souvent, je pense à un moment du film en particulier, mais je lui donne un titre qui n'a rien à voir avec le film. En général, je choisis un champ lexical pour lequel moi je vois vaguement le lien avec le film. Là, c'était que des noms d'astéroïdes, par exemple. Et j'envoie les morceaux sans dire pour quelle séquence je les ai composés. Et du coup, au montage, ils se retrouvent avec ces morceaux-là, ils se disent « Ah, ça irait bien là, ou là, ou là ». Et souvent, ils les utilisent à un endroit qui n'est pas celui que j'avais imaginé. Et ça crée autre chose. Ça crée ce décalage que je ne suis pas capable de créer moi toute seule. Or, l'humour, c'est du décalage. Donc, ce jeu-là, il permet d'aller chercher de l'humour là où, moi, si je cherche à être drôle, ça ne va pas marcher. Enfin, je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là. Contribuer à l'imprévisibilité. Voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Si vous avez des questions, des remarques, vous venez de voir le film, donc j'imagine que... Vous pouvez aussi poser des questions sur la fabrication du film, parce que j'ai quelques notions. Tu as été témoin. Bon, eh bien, bonsoir. Un micro est là pour circuler. Est-ce que le fait que le film soit belge a changé quelque chose pour toi ou pas du tout ? Tout le monde était vachement sympa. Non, en plus, ils sont français tous les deux. Anne et Raphaël, c'est des expats. Et tout le monde était un peu français. En termes de production, pour la musique, par exemple ? Non, pas du tout. En plus, il y avait une coprode française. Okay. Tripode, pour ne pas les nommer. Parce que c'est vrai que le cinéma belge se dispense très souvent de musique. On pense évidemment aux Frères Dardenne, au film de Joachim Lafosse. Et là, la musique est assumée pleinement. Ouais, et en fait, ce qui était chouette, c'était d'avoir vu leurs précédents films et de voir qu'ils avaient déjà beaucoup utilisé la musique dans le film d'avant, que je vous recommande vraiment, hein, qui est hyper beau. Et du coup, ça te casse quelque chose. Enfin, ça fait qu'il n'y a pas cette timidité de dire je vais y aller tranquillement. Parce que quand même assez souvent sur les films d'auteur, des premiers films, on se dit je vais y aller, je vais y aller mollo, je vais pas essayer d'imposer beaucoup de musique. Et en fait, plus ça va, plus je fais des films où il y a beaucoup de musique, parce que je pense qu'il y a aussi un apprentissage de se connaître de plus en plus avec les réalisateurs et réalisatrices et d'oser de plus en plus de choses. Et ça, eux, ils avaient déjà un peu franchi le premier stade, ce qui était hyper agréable. Et peut-être avec le cinéma belge, moi je connais pas très bien, mais j'ai l'impression aussi qu'ils explosent plus facilement le cadre. C'est-à-dire qu'en parlant avec Anne et Raphaël, ils me parlaient d'un de leurs collègues, j'ai oublié son nom, qui fait ses films, qui fait ses storyboards avec des Playmobil. Ah, je trouve ça génial. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça où on peut complètement se réapproprier la manière de faire des films. Eux, leur truc, c'est de répéter énormément et de filmer, un peu comme au théâtre. Et c'est aussi... comment dire ? Eux, ils avaient une volonté très forte de réduire au maximum les inégalités salariales. Donc, sur ce film-là, l'écart maximal entre la personne la plus assistant régie et les acteurs, c'était de 4... un salaire de 4 x 4. Je vais y arriver. Mais voilà, les acteurs étaient payés. Ouais, c'est déjà pas mal, mais je pense que c'est vraiment rien par rapport à beaucoup de films. Oui, une question là-bas. C'est enregistré, peut-être comme ça on gardera votre question. Julie, tu nous dis que dans ce cas de figure, tu es arrivée avec à un moment du projet où finalement tu avais déjà un objet filmique pas abouti, mais quand même bien dessiné. J'imagine que c'est très rare, ou plutôt rare. Est-ce que parfois
t'as pas d'image. Tu travailles à partir d'un scénario. Quelle est la norme, même si j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de norme. Très souvent, j'arrive avant le scénario, mais je pense que c'est un cas de figure finalement assez rare. Enfin, c'est un luxe et un confort qui arrive parce que je commence à retravailler pour la deuxième, troisième fois avec des gens qui ont vu l'intérêt de m'appeler tôt. Mais en fait, quand même, ça arrive assez souvent dans les films d'auteurs français que les réalisateurs pensent qu'il n'y aura pas de musique. Et puis ils arrivent à un moment du montage où ils font « Ah, bah si, en fait, peut-être, zut, il n'y a plus de budget. » Donc ça, c'est une chose. Mais ouais, c'est de plus en plus. On m'appelle avant les films. Alors, je ne sais pas si c'est un mouvement général. Peut-être que toi, Benoît, qui a une vue plus générale, parce que tu interviewes beaucoup de gens, tu sauras le dire. Mais j'ai l'impression que peut-être cette culture de l'intérêt de faire intervenir les compositeuristes assez tôt, elle est en train de se répandre et elle est en train de faire des choses plutôt chouettes. C'est quoi ton impression ? Ça dépend, parce qu'il y a à la fois le choix du compositeur ou compositrice et le choix du réalisateur ou de la réalisatrice. C'est-à-dire que parfois, un compositeur préfère avoir un montage finalisé parce qu'il fait 10 films par an. Donc des compositeurs qui sont vraiment chevronnés, on va dire, qui acceptent d'en faire 10. Parce que toi, tu es chevronné, mais peut-être que tu refuserais d'en faire 10. Parce que tu préfères être pleinement investi sur chacun des films. Mais il y a des compositeurs qui préfèrent accepter tout, quitte à déléguer d'ailleurs, on pourra éventuellement parler si tu délègues, et quitte aussi à exiger un montage fini, parce qu'évidemment, intervenir dès le scénario, puis ensuite au montage, implique d'intervenir longtemps sur un film. Donc, évidemment, impossible d'en faire 10 dans une année, quoi. Donc ça, c'est un souci presque de temps, qui est du fait du compositeur, mais aussi du fait de l'industrie. Comme tu viens de le dire, très souvent, aujourd'hui, on fait des castings sur des montages terminés. Et on demande à des compositeurs de faire une musique sur des scènes précises, et ils choisissent. Donc ça, c'est vraiment l'industrie qui n'est pas à encourager. Et ce qui est bien à Aubagne et Marseille aujourd'hui, Marseille, avec le troisième personnage, c'est que ça encourage la rencontre sur un scénario. Et donc ça, c'est la clé en fait, d'une bonne alchimie. Et c'est la clé des tandems réguliers. C'est-à-dire Léon Morricone, Léon partait en tournage avec la musique de Morricone. Donc ça crée des vraies alchimies. Et donc, par exemple, Julie Rouet, est-ce que ça t'est arrivé dès le scénario de ménager la place à la musique et que le réalisateur ou la réalisatrice part en tournage en sachant qu'à ce moment-là, il y aura une musique sur un déplacement, sur un visage, sur... Bien sûr, c'est un des premiers, c'est un des seuls trucs qu'on discute avant qu'ils partent en tournage, c'est la question du temps. Moi, je leur dis, regardez les mêmes images avec et sans musique, vous voyez, ça dure 2 fois moins de temps avec de la musique, ça passe 2 fois plus vite. Donc en fait, si vous voulez faire une séquence où on respire un peu dans ce film, il va falloir tourner de la matière pour faire cette respiration avec de la musique. Je dis ça parce que en fait, ça m'est arrivé par le passé d'avoir comme ça des réalisateuristes qui voulaient un moment, une respiration, et puis on se rend compte qu'au tournage, il y a de quoi faire 20 secondes, et en fait, en 20 secondes, on ne fait pas un morceau, quoi. On fait une intro, et hop, c'est déjà fini. Donc c'est vraiment, quand on interroge la musique au stade du scénario, on interroge en fait la durée et le temps dont on a besoin pour installer des émotions. Et quand on a envie de rentrer des fois dans la tête d'un personnage ou tout simplement de s'arrêter parce on a pris beaucoup d'informations et beaucoup d'émotions dans la figure, et il faut ce temps-là. Et voilà, je ne cesse de parler de ça. Question, remarque. Et par exemple, si on élargit, la question était élargie par rapport à ce film-là, si on élargit encore par rapport au fait d'intervenir en amont, quels sont, toi, les éléments dans un scénario ou dans la discussion, dans les mots d'un réalisateur qui ne sait pas parler de musique, quels sont les mots qui peuvent te provoquer ton inspiration ? Je sais pas, c'est tout. Est-ce que c'est une couleur ? Par exemple, on me dit une musique bleue, ça te dit quelque chose ? Dans l'absolu, non. Mais par contre, de voir des images, de voir les réalisateurs, ils font des moodboards aussi. Ils prennent plein d'images qui les inspirent, qui vont ressembler à l'image de leur film. Donc les mots ne suffisent pas, il faut des images. Ouais, les mots, c'est bien. Mais en même temps, on peut aussi faire des gros contresens. Donc, c'est un faisceau de choses. Le casting aussi, je trouve ça hyper inspirant. Moi, j'aime bien aller aussi sur les tournages parce que je trouve qu'on capte quelque chose de l'énergie des comédiens, du rythme. Et puis, en fait, la musique, c'est quand même beaucoup du rythme. Donc, j'ai l'impression de capter quelque chose de tout ça. Mais après, les mots, je pense que c'est aussi de connaître et de capter les gens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure,
se rencontrer sur Skype, c'est sympa, mais en fait, il y a un truc qui passe pas, quoi, qui est... Quand on s'est rencontrés en vrai, avec Anne et Raphaël, en 2 minutes, on se racontait nos vies et on rigolait très très fort. Il y a un truc comme ça où ça fait partie du travail, en fait, où j'ai l'impression de tout d'un coup de devenir leur meilleur ami. Et c'est à cet endroit-là que j'arrive à comprendre ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont envie de raconter avec le film. Et voilà. Donc les mots, c'est juste un outil parmi d'autres pour comprendre ce qu'on veut faire ressentir aux gens. Et c'est Rebecca Zlotowski que j'avais eu moi en masterclass et qui avait dit un truc que je trouvais hyper intéressant. La question, peut-être la seule à se poser, c'est dans quel état vous voulez que les spectateurs ressortent. Et je me pose souvent cette question-là. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie que les gens ressentent. C'est vraiment, ça paraît être l'enfance de l'art, mais je vous assure que des fois on perd ces questions-là de vue. Et voilà, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir, qu'est-ce qu'on a envie d'imprimer chez les gens. Et j'évoquais le côté collectif de la musique de film. Certains qui font beaucoup de films délèguent beaucoup, notamment la partie orchestration. Quel est ton regard là-dessus ? Pour l'instant, j'ai l'impression que tu maîtrises de A à Z ta musique. Alors, oui. Là, sur ce film-là, il y a quelqu'un qui a fait l'orchestration, enfin, en tout cas dans le sens de faire des partitions, qui s'appelle Clémentine Cherwell, qui est une spéciale dédicace, qui est une habituée. De manière purement technique. Bah là, elle a écrit aucune note. Elle a transcrit, mais c'est déjà un travail d'interprétation, c'est-à-dire à partir de mes maquettes, de se dire quelle est l'intention pour écrire la bonne intention dans la partition. Donc ça fait un moment que je délègue cette partie-là, parce que sinon, je devrais faire des partitions une fois tous les 6 mois, et à chaque fois, j'oublie comment fonctionne le logiciel, donc ça me prend un temps fou. Sinon, j'ai tout fait. Mais là, l'année qui vient de s'écouler, j'ai fait la musique de 3 séries, et en fait, en série, il y a des rythmes de travail qui sont intenables. Si j'étais seule, je n'y arriverais pas. Donc là, j'ai un assistant et j'ai des gens qui font de la programmation et de l'orchestration pour moi. 3 séries, donc une d'Erwan Leduc que tu retrouves après la fille de son père, qui a eu un prix donc, de la musique. Donc Julie Rouet, bravo. Tu as gagné le prix à Sérimania, le festival de séries de Lille. Rappelle-moi le titre, Le Monde est à... Le Monde n'existe pas. Le Monde n'existe pas. Donc d'Erwan Leduc avec Nils Schneider, un film noir. Une série noire. Ouais, une série bizarre que j'aime bien raconter en disant c'est David Lynch au pays des terrils. Voilà. Vous verrez ça sur Arte à la rentrée. Voilà. Et une autre série, c'est Zorro, c'est pas rien, avec Jean Dujardin dans le rôle de Zorro. Voilà, c'est en ce moment-là, c'est intense. Donc ça, j'ai l'impression que c'est une grosse... T'as jamais eu à ce point une grosse production comme ça jusque-là ? Là, c'est vrai que c'est beaucoup, et dans un temps assez limité. Non, et surtout, ça y est, j'ose le dire publiquement, parce que c'est quand même un métier où il arrive fréquemment de se faire remplacer en cours de route. Donc il y a un moment où je me dis, bon là, ça y est, je peux plus me faire dézinguer, c'est trop tard. Donc voilà, je le dis enfin. Ouais. Et Zorro, alors du coup, qu'est-ce que ça change pour une compositrice d'avoir une machine aussi importante ? Est-ce que ça est beaucoup plus contraignant pour ta liberté de créatrice ou au contraire, plus de possibilités ? Ah bah oui, c'est très contraignant. Déjà parce que Zorro, on a tous... c'est marrant, cet après-midi, je parlais avec une classe, enfin des 2 classes de 4e, ils disaient, c'est quoi Zorro ? C'est qui celui-là ? Waouh. Mais donc, on a tous un petit peu des images. Et la première question, c'est à quel point on peut s'éloigner de ces clichés-là ou à quel point il faut rentrer dedans. Et tout ça, déjà, c'est comprendre l'environnement, comprendre quelle série on est en train de faire, à quel point on est au 1er, 2e, 15e degré. Et ensuite, sur des grosses machines comme ça, donc c'est une série France 2, mais il y a aussi Paramount Plus qui est dans la boucle. Et sur des séries comme ça, il y a beaucoup de décideurs. Ce qui veut dire qu'il y a 2 réalisateurs, il y a un créateur de série, il y a Jean Dujardin qui donne son avis sur tout, il y a 4 producteurs, et après il y a tous ces gens que je n'ai jamais vus de France Télé et de Paramount qui envoient des petits commentaires dans des tableaux Excel. Donc chacun doit valider ton thème, par exemple. Et chacun donne son avis en tout cas. Ouais. Et après, je ne sais pas qui je dois suivre. C'est ça le problème. Voilà, donc ça c'est mon casse-tête du moment. Ouais, intéressant, hâte de voir ça en tout cas. Peut-être une... Oui. Ah oui, le micro. Pardon. Oui, quand il y a beaucoup de commentaires sur votre musique, vous faites 1000 versions, vous vous épuisez et vous... Un peu. Okay. Un peu, parce qu'il y a des gens dont on sait qu'on les convaincra que par la preuve
vraiment. Il faut qu'ils le voient pour le croire. Donc, j'aurais beau dire, je pense que ça ne marchera pas. Il faut que je le fasse. Et parfois, ils ont raison. Donc, des fois, je ferme ma bouche et j'essaye de suivre les avis. Après, je ne peux pas le faire sur l'intégralité des commentaires. Donc, il y a quand même, en l'occurrence, le créateur de la série qui me dit un peu « Non, mais là, laisse tomber ce commentaire-là. » Par exemple, ce thème-là, il fait un peu trop penser à Aladdin parce que j'utilise une gamme orientale. Et là, tu fais « Bon, ça va, ils vont se calmer. » Ils auront oublié la prochaine fois qu'ils avaient dit ça. Mais ouais, c'est compliqué de faire le tri. Et souvent, je bosse beaucoup. Il y a beaucoup de trucs qui finissent à la poubelle. Ouais. Ça fait partie du boulot. Tu es en train de fabriquer beaucoup de choses pour les prochains films. D'être Moi, je vous revenu. retrouve demain avec Olivier Nakache et Toledano pour le Sens de la fête. Je serai là avec eux pour parler de leur travail musical. Et puis sinon, il y a d'autres séances. Vous avez le programme. Merci. Bon festival.